Rivka, comment est-ce que la femme peut ralentir le vieillissement de sa peau? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est exposé à beaucoup de xénobiotiques, beaucoup de pollution qui fait qu'on a un vieillissement accéléré. Donc, l'idée, ça serait d'augmenter et au moins d'avoir un statut optimal en vitamines, en minéraux. Donc, première chose déjà, ce serait d'avoir des aliments, des végétaux qui sont locaux, qui sont avec le moins d'intrants chimiques possible. Parce que plus il y a d'intrants chimiques, plus le végétal, il est tranquille, il n'a pas de stress biotique, et donc il ne se défend pas, donc pas de polyphénol. Ce sont les polyphénols qui vont les aider à se défendre contre le stress biotique. Donc des aliments, des végétaux qui sont pas beaux, en gros, qui sont pas calibrés et qui ont des taches, qui sont déformés. C'est ce qu'il faut consommer. Exactement. Exactement. Alors, quels sont les aliments phares, ou les micronutriments phares que la femme doit utiliser pour ralentir le vieillissement de sa peau? Alors, tu as des aliments qui sont phares, qui sont très riches en polyphénol. Tu peux avoir donc des aliments qui sont riches en vitamine C, comme les petites baies, comme le cassis, comme le poivron. Alors, attention, la vitamine C, hyper volatile. Donc, on a analysé sur une pomme de terre, on sait qu'au bout de 24 heures, tu as la moitié de la vitamine C qui disparaît et 80% au bout de quelques jours. Donc, c'est hyper important, vraiment, d'aller vers des aliments les plus locaux. Parce que ta vitamine C, pouf, elle s'envole, ok? Et d'ailleurs, même si tu vas chez un producteur local, si jamais tu laisses pendant une semaine, 10 jours dans ton frigo, à la limite, il vaudrait mieux en consommer pendant 2-3 jours et prendre le relais avec si on n'a pas eu le temps, aujourd'hui on n'a peut-être pas forcément le temps de faire les courses tous les 2 jours, d'avoir des surgelés. Parce que comment ça va conserver. Et la vitamine C, elle est tellement volatile qu'il y a même à peu près 30% qui disparaît en surgélation, même quand elle est de bonne qualité, la surgélation, en comparaison avec des bêta-carotènes qui vont en perdre peut-être 5% en surgélation. Donc la vitamine C, hyper important, mais pas chauffée, donc vraiment des crudités. Des crudités. Voilà, et hyper locales. Les aliments qui sont très riches en vitamine C, ça va être le poivron, donc cru en salade, ça peut être aussi le cassis, bien sûr, on a le kiwi, etc. Est-ce qu'il y a un autre aliment phare pour ralentir le vieillissement de la peau? Alors le cacao, qui est hyper riche en polyphénol. Donc le cacao, c'est le chocolat, on est d'accord? Exactement, du chocolat, mais par contre du chocolat à minimum 75, voire 80%, voire même davantage. Très amer. Ça dépend de l'origine en fait, vraiment. Donc on peut vraiment avoir un cacao qui est à 75% hyper amer, qui a une origine différente par rapport à un cacao qui va être à 90% et qui va être même très doux et qui va être même très clair visuellement. On va avoir l'impression que c'est presque du chocolat au lait. Donc ça dépend vraiment de l'origine. Par contre, l'origine, va falloir faire attention. Il peut y avoir des chocolats qui sont plus riches en métaux lourds que d'autres en fonction des origines, donc privilégier ceux d'Asie ou ceux d'Afrique. Quel est un autre aliment essentiel pour lutter contre le vieillissement de la peau, selon vous? Alors on peut avoir aussi le thé vert, qui est très très riche en épigalo-catéchine galate. Et c'est vraiment riche en polyphénol. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le thé vert, tout dépend de la façon dont on va l'infuser. Pour avoir un maximum d'épigalo-catéchine galate, quelle que soit la qualité du thé vert, il peut être riche en aluminium. Donc on va essayer de jeter la première infusion. Et ensuite, donc la première infusion après 5 minutes, c'est ça? Voilà, à peu près, de 2-3 minutes. Donc on la jette. Voilà. Et ensuite, on va laisser infuser longtemps avec une eau à 90 degrés et laisser infuser 10 minutes, voire davantage. Et plus tu laisses, plus on va avoir des polyphénols. Et on le qui vont se dégager. Voilà, et on le sent au goût, parce que c'est amer. Plus c'est amer, plus c'est astringent, plus c'est riche en polyphénol. Alors bien sûr, c'est pas très très bon comme ça. Donc l'idée, ça serait par exemple de mettre dans un grand volume d'eau et de mettre des feuilles de menthe. Et puis là, on sent plus le goût amer. Voilà. Vous dites qu'il est très important de s'exposer à la lumière naturelle pour bien vivre. Pourquoi? S'exposer à la lumière naturelle, c'est hyper important. C'est un élément que je rabâche énormément en consultation et de manière générale. Parce qu'on a tendance à penser beaucoup à l'alimentation, mais l'exposition à la lumière naturelle va avoir un impact énorme sur notre longévité, sur notre santé mentale et donc notre santé physique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps est rythmé par un rythme qu'on appelle le rythme circadien. Et ce rythme circadien dépend en grande partie par la lumière naturelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des animaux diurnes. Donc, on est fait pour être exposé à la lumière naturelle la journée et être exposé plutôt à l'obscurité la nuit. Pour vous donner une idée, on est très souvent dans les bureaux la journée, à l'intérieur. Et pour vous donner une idée, quand on est exposé à la lumière naturelle, on est exposé à peu près à 10 000 lux. Quand on est dans nos bureaux, même si le bureau est lumineux, même si on est à travers une vitre, on est exposé à peu près 300-500 lux maximum.
Donc, il y a une énorme différence. Quel est l'impact alors sur notre santé? Et d'ailleurs, l'impact dans notre santé, c'est quoi? C'est qu'on est complètement, on a notre rythme circadien qui est complètement bouleversé. Pourquoi? Parce que notre rythme veille-sommeil va être impacté au sens où, d'ailleurs, même le soir, au lieu d'être dans l'obscurité, on va être avec nos iPhones, nos écrans, on va être dans des appartements avec des lumières très blanches qui sont riches, qui ont beaucoup de lumière bleue. Et donc, en fait, au lieu d'être en lumière naturelle la journée et à l'obscurité le soir, on inverse totalement ce rythme. Donc, notre rythme circadien est modifié. Ce rythme circadien, il a un impact sur nos hormones, le cortisol, nos hormones sexuelles, testostérone, progestérone, œstrogène, etc. Sur tous nos organes. Nos organes ont un rythme. Il faut savoir que 30 à 50% de nos gènes dépendraient du rythme circadien. Donc, si ce rythme circadien n'est pas pris en compte, si on n'est pas synchronisé, moi, ce que je dis souvent à mes patients, c'est qu'ils ont beau s'intéresser aux compléments alimentaires, j'ai l'impression de faire du bricolage si les gens ne s'exposent pas à la lumière naturelle. Et quand ils sont dans des tours à la Défense, vraiment dans des bureaux, ils ont un peu la flemme d'aller descendre pour prendre de l'air, c'est des gens qui sont complètement déréglés. Et ce qui est très important, c'est dès le réveil, le plus proche du réveil, de s'exposer à la lumière naturelle pour avoir le pic de cortisol au bon moment de la journée qui va nous mettre en alerte et ensuite favoriser un bon sommeil. Et si on veut parler de la peau, c'est un organe qui est rythmé aussi, qui a des biorhythmes. La régénération de la peau se fait surtout la nuit et la journée, on va être plus exposé aux UV, à tout ce qui est oxydant. Et si on veut justement avoir un bon rythme de la peau et avoir une belle peau, le fait de faire attention à se synchroniser, avoir un bon rythme circadien, forcément la peau va avoir un meilleur biorhythme et surtout on aura un meilleur sommeil. Et si on a un meilleur sommeil, on a une meilleure régénération de notre peau. Voilà. Pourquoi la vitamine D, Rivka, est aussi importante pour notre santé? La vitamine D, elle est essentielle parce qu'elle agit sur tout. En fait, c'est même pas une vitamine, c'est une hormone. Donc, quand on n'a pas suffisamment de vitamine D, on peut avoir des problèmes immunitaires, on peut avoir des problèmes de métabolisme glucidique, ça agit sur le métabolisme lipidique, les gens peuvent être fatigués, peuvent avoir des douleurs musculaires quand on manque de vitamine D. La vitamine D, elle agit sur quasiment toutes les cellules de notre corps. En fait, je voudrais même pas appeler ça une vitamine D, je voudrais appeler ça l'hormone D, si on pouvait appeler ça comme ça. Ce n'est pas une vitamine. Moi, je reçois des patients, c'est un peu un biais de recrutement. C'est des patients qui sont des férus de la nutrition. Ils connaissent tout. Alors, ils connaissent tout, entre guillemets. Et c'est vrai que ils ont une alimentation qui est saine, brute, mais pas équilibrée aussi. Bon, ça, c'est une chose. Et c'est vrai que la vitamine D, la plupart des gens ont du mal ce sont des gouttes à prendre tous les jours. C'est-à-dire que quand on va prendre des ampoules très chargées en vitamine D, on a un taux plasmatique qui augmente très rapidement, mais qui ensuite diminue très rapidement. Et moi, je le vois chez mes patients, je vois ceux qui prennent des ampoules, ils ont une vitamine D qui est très basse. Le taux de vitamine D, il est très très important. Et c'est vrai que ce que je conseille, c'est d'avoir le petit flacon à prendre tous les jours au petit déjeuner. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit sur la table du petit déjeuner et que ce soit un réflexe. L'idéal, c'est d'avoir des taux plasmatiques autour de 60 voire 80 nanogrammes par millilitre. Donc il faut doser. Oh, il faut doser la vitamine D pour essentiel. Savoir où on en est. Et pourquoi c'est essentiel? Parce que y a des personnes qui vont moins bien absorber la vitamine D. On va vous donner une dose, une posologie par exemple, mais des personnes qui vont être en obésité ou en surpoids vont avoir besoin davantage de vitamine D puisque la vitamine D va être stockée dans les adipocytes. Et donc il va falloir vraiment augmenter la dose. Il y a des gens qui vont mal absorber la vitamine D. Donc, il va falloir augmenter les doses. Et ça, on le voit en faisant des prises de sang. Et c'est vraiment important. Quand on nous dit qu'il faut avoir un taux de vitamine D qu'on nous met à 30 nanogrammes par millilitre, c'est la norme laboratoire classique. En fait, on a juste une protection peut-être au niveau du métabolisme osseux, mais on oublie totalement tous les autres paramètres. Les maladies auto-immunes, les allergies, les cancers, les dépressions, une multitude en fait d'éléments qu'on oublie parce que le corps va travailler tout le temps par priorité et à 30 nanogrammes par millilitre, on n'a pas suffisamment de vitamine D. Toutes les cellules de notre corps quasiment contiennent des récepteurs à la vitamine D. Donc forcément, si on a juste 30 nanogrammes par millilitre dans nos taux plasmatiques, il y a un problème. Même en été, quand on n'est pas exposé à la lumière naturelle, combien de gens travaillent en été, sont dans les bureaux, ne sont pas exposés. Donc même en été, quand on n'est pas exposé, utiliser la vitamine D, l'idéal, ça serait, en général, on dit 75 UI par kilo par jour. Voilà. D'accord.
Donc après, en fonction aussi, ce qui est hyper important aussi de savoir, c'est que la vitamine D, pour devenir active, elle va utiliser du magnésium. Donc, parfois, il y a des gens qui peuvent avoir moins de magnésium parce que quand on va se supplémenter en vitamine D, on va surutiliser le magnésium pour l'activer. Donc, les gens vont se retrouver avec moins de magnésium. Donc, important aussi de penser au magnésium en supplémentation. Déjà, à la base, dans l'aliment, oléagineux, cacao, légumineuses, etc. Et ensuite, la supplémentation, parce que c'est vrai qu'on manque souvent de magnésium malgré tout. Il y a une autre vitamine qu'il faut prendre avec la vitamine D. Oui, c'est la vitamine K2. En fait, la vitamine K2 va aider à accompagner le calcium vers l'os. Et c'est vrai que si c'est pas le cas, il peut y avoir un risque de calcification des artères, des tissus mous de manière générale.